Voilà, bonsoir à tous. On va commencer dans quelques instants. Voilà, mon nom est Alain Peters, je suis agronome et agroécologiste. J'étais pendant 20 ans professeur d'agronomie à l'université de Louvain. Et depuis 10 ans, je développe des systèmes agroécologiques dans des fermes commerciales, dans des fermes réelles. Et je pense qu'il est en effet important de démontrer les performances techniques, économiques, sociales et environnementales de l'agroécologie en Europe. Et mon but est en fait de fournir des solutions à la crise de l'agriculture et à son impact environnemental, et aussi de rencontrer les attentes des citoyens en termes de produits de qualité. Et donc, voilà, aujourd'hui, je vais aussi vous présenter une partie de mes connaissances accumulées depuis plus de 30 ans sur le terrain et aussi, évidemment, en recherche scientifique. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'allongement de la période de pâturage. Et alors, il faudrait que je puisse avancer. Voilà. Et pourquoi ce thème? Il y a des raisons économiques à ça. D'abord, le prix du lait et de la viande de bœuf ont énormément fluctué ces dernières années. On se rappelle encore de la très douloureuse crise du lait. Et les prix du lait et de la viande ont tendance à baisser. Et donc, la bonne réaction, c'est de réduire les coûts de production pour assurer la rentabilité des systèmes d'élevage qui est de plus en plus mise à mal ces dernières années. Et cette réduction des coûts de production passe par un maximum d'herbes pâturées. Pourquoi? Parce que l'herbe pâturée est l'aliment le moins cher. L'herbe conservée sous forme d'ensilage, par exemple, coûte à peu près 2 fois plus cher. Et les concentrés coûtent à peu près 4 fois plus cher que l'herbe fraîche pâturée. Donc, il faut avoir un maximum d'herbes pâturées dans la ration des animaux. C'est aussi l'aliment le plus naturel pour les ruminants, que ce soit les bovins ou les petits ruminants, les chèvres et les moutons. Parce que les ruminants et l'herbe ont coévolué. Les ruminants sont adaptés à l'herbe et l'herbe est adaptée aux ruminants, aux herbivores. Sans les herbivores, évidemment, la prairie retourne à la forêt dans la majorité des situations. Et allonger la saison de pâturage est une des stratégies efficaces pour réduire les coûts de production. Alors, on le voit sur cette figure où on a sur l'axe horizontal la proportion d'herbe dans la ration des animaux en pourcent, ça va de 0 à 100%. Et on remarque déjà que la Nouvelle-Zélande, qui est représentée par le symbole NZ sur la droite en bas, est un des pays champions de la valorisation de l'herbe. Et l'axe vertical représente les coûts totaux par rapport à la Nouvelle-Zélande. Donc la Nouvelle-Zélande est égale à 1. Et au centre de la figure, on voit les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, qui ont des coûts de production de 2 à 2,5 fois supérieurs à ceux de la Nouvelle-Zélande. La Belgique qui est un peu au centre là aussi. Le champion européen, c'est l'Irlande, qui a des coûts de production qui ne sont que 50% supérieurs par rapport à ceux de la Nouvelle-Zélande. Donc, ça montre qu'on a une marge de progrès vraiment très importante en Belgique et en France pour
bien valoriser l'herbe. Et un pâturage bien géré et allongé en fin d'hiver, début de printemps, en été, en automne, permet aussi non seulement des économies d'argent, mais aussi des économies de main-d'œuvre, puisqu'il faut utiliser moins de main-d'œuvre pour nettoyer les étables, pour distribuer les aliments à l'étable, etc. Et ce temps économisé, ben, il peut être utilisé pour des activités de loisirs, ce qui est évidemment tout à fait légitime, ou des activités lucratives comme la transformation et la commercialisation des produits, que ce soit les produits laitiers ou la viande. Par ailleurs, autre raison supplémentaire, la crise climatique induit certes des hivers plus doux, ce qui permet de rallonger la période de pâturage, mais aussi des sécheresses estivales qui réduisent souvent drastiquement la production d'herbe en été. Et on a donc besoin de nouveaux couverts plus résistants aux sécheresses. Puis si on produit plus de lait et de viande à l'herbe, ces produits-là ont une plus grande qualité nutritionnelle de différents points de vue. D'abord, les teneurs en acides gras totaux est plus faible. Les teneurs en acides gras saturés sont plus faibles et on connaît leur influence néfaste sur la santé humaine. Ces produits présentent un meilleur rapport entre les acides gras de type oméga 6 et oméga 3. Et ça, c'est important puisqu'on sait que dans l'alimentation des citoyens, ce rapport est de l'ordre de 11 à 12. Il devrait tourner autour de 3. Donc là, il y a de gros progrès à faire aussi. Le lait et la viande à l'herbe ont des teneurs plus élevées en acide linoléique conjugué, qui est une substance anticancéreuse. Et puis, le lait et la viande à l'herbe bénéficient d'une image plus favorable dans le public et donc, avec une bonne promotion, on pourrait en vendre davantage. Pour arriver à tous ces objectifs d'économie en argent, en main-d'œuvre, en qualité des produits, ce qu'il nous faut, c'est une bonne gestion des prairies, essentiellement par le pâturage tournant, notamment une complémentarité entre prairies permanentes et prairies temporaires, éventuellement l'utilisation d'autres couverts, on y reviendra, et puis, très important aussi, avoir une race animale qui soit capable de transformer efficacement l'herbe en lait et viande. Donc, on peut faire une petite liste de tous les paramètres qui permettent de réduire les coûts de production. On l'a dit, il faut un maximum d'herbe dans la ration, un pâturage tournant optimal avec de faibles temps de séjour et des rotations assez rapides dans le circuit de pâturage qui comprend un grand nombre de parcelles. Il faut conserver de l'herbe de qualité parce qu'on n'arrive pas dans le nord-ouest de l'Europe à pâturer toute l'année, contrairement à ce qui peut se faire en Irlande, en Nouvelle-Zélande ou dans l'ouest de l'Angleterre. Et donc, on a nécessairement quand même besoin de fourrage conservé sous forme d'ensilage ou de foin. Et les mélanges graminées-légumineuses sont particulièrement intéressants dans ce contexte parce qu'ils ont une haute valeur nutritive. Les légumineuses fixent de l'azote qui bénéficie aux graminées et donc on produit de l'herbe à très faible coût. Alors, le fanage en grange est un atout qui n'est pas absolument nécessaire, mais qui permet de se passer d'ensilage et de conserver des foins de très grande qualité. Mais évidemment, il y a un calcul à faire parce que ça nécessite des investissements. Alors, il faut allonger la période de pâturage au printemps, en été, en automne. C'est sur ce point-là qu'on va se focaliser ce soir. Et puis, synchroniser les vélages avec le démarrage de la croissance de l'herbe, surtout pour la production de viande. Mais ça peut se faire aussi en production laitière si une grande partie du lait est transformé dans la ferme, par exemple sous forme de fromage à pâte dure. Le fromage à pâte dure se conserve plus d'1 an. Donc, on peut, en produisant l'essentiel du lait au printemps, réduire fortement les coûts de production, puisque l'herbe est abondante à cette période de l'année, et fournir
ses clients avec du fromage toute l'année, même si on n'en produit pas en hiver. Donc voilà quelques paramètres très importants de la rentabilité des systèmes de production de viande et laitiers basés essentiellement sur l'herbe, et on sait que les systèmes basés sur l'herbe sont plus rentables que les systèmes à base de maïs et de concentré. Alors, quand on conçoit son système, on veut le réformer pour aller dans ce sens de système plus économe, plus basé sur l'herbe, de meilleure qualité, il est important de ne pas d'abord choisir une race qui serait par exemple très productive en lait ou en viande, et puis d'adapter le système à cette race, parce que dans la plupart des cas, on arrive à développer des systèmes qui ne sont pas durables. Et c'est ce qu'on a fait dans le passé depuis une soixantaine d'années, en se basant sur ce type de raisonnement. Il faut aujourd'hui inverser le raisonnement. Il faut choisir, il faut concevoir un système qui soit durable et puis choisir une race qui s'intègre dans ce système. Et les races à double fin qui produisent du lait et de la viande sont parmi les plus intéressantes parce qu'elles sont moins exigeantes, elles sont adaptées souvent localement, ce qui contraste avec des animaux fortement spécialisés en production laitière ou en production de viande. Néanmoins, on peut identifier des races bovines qui valorisent bien l'herbe dans les trois types de production, donc dans les races laitières, dans les races à double fin et dans les races à viande. Par exemple, dans les races laitières, plutôt que de prendre des Holstein Friesen spécialisés, les croisements avec la vache Jersey donnent de très bons résultats. C'est ce qui est largement utilisé en Nouvelle-Zélande, par exemple. On appelle ça les kiwis. Et la race norvégienne rouge est aussi une race franchement laitière, mais très rustique et qui peut valoriser l'herbe. Dans les races à double fin, il y en a beaucoup, la normande, la Simmental, la Fleckvieh allemande. On voit la normande là au-dessus, en haut à gauche de la dia. Et puis dans les races à viande, il y en a un certain nombre, pas tellement d'ailleurs. En France, il y a l'Aubrac et la Salers, surtout l'Aubrac d'ailleurs, avec une diade du taureau Aubrac sur la droite, là, qui est devenue très, très célèbre, parce qu'il a été la vedette d'un film. Et puis, il y a les races britanniques qui sont aussi très, très aptes à transformer l'herbe, comme l'Aberdeen Angus, une race pour laquelle j'ai un petit faible personnellement, non seulement parce qu'elle valorise bien l'herbe, mais aussi parce que les vélages sont très faciles. C'est une race relativement docile et qui présente une viande persillée parmi les plus persillées de toute l'Europe et je dirais même du monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'allongement de la période de pâturage au printemps, en été et en automne, début d'hiver, par la complémentarité qu'on peut développer entre des prairies temporaires qu'on sème sur des terres arables et qui sont cultivées en rotation avec des cultures, et puis des prairies permanentes, généralement situées sur des terres plus marginales, plus humides, plus superficielles, etc., et qu'on garde pour de longues périodes. Alors, je présente déjà une petite figure là-haut avec les périodes où on peut pâturer des prairies temporaires, quand les prairies permanentes ne poussent pas encore ou ne poussent plus. Les périodes où on peut compter sur les prairies permanentes sont représentées en vert clair. On voit qu'elles poussent du 15 avril, grosso modo, jusqu'à fin juin. Puis souvent, et de plus en plus souvent, leur production s'écrase en juillet-août parce qu'il n'y a plus assez de précipitations. Puis elles recommencent à pousser en début septembre jusqu'à mi-octobre. Et puis après ça, leur production est fortement réduite. Et on voit en vert foncé
que les prairies temporaires peuvent complémenter de façon très importante cette croissance des prairies permanentes. Elles peuvent pousser à partir de la mi-mars jusqu'à mi-avril. Elles peuvent être pâturées donc à ce moment-là. Évidemment, elles poussent de mi-mars à fin décembre, voire début janvier. Mais les périodes où elles peuvent être pâturées parce qu'elles sont complémentaires aux prairies permanentes, c'est entre le 15 mars et le 15 avril, en juillet et août pendant les périodes de sécheresse, et puis après le 15 octobre jusqu'en fin d'année. Et on voit que graphiquement, la période pendant laquelle les prairies permanentes peuvent être pâturées sont même plus importantes, et même plus importantes que la période où les prairies permanentes peuvent être pâturées. Et puis, il y a d'autres techniques dont on ne parlera pas aujourd'hui. On peut aborder ces sujets au cours de la discussion. C'est la constitution des stocks d'herbes sur pied qui peuvent être constitués en juin, par exemple, pour être pâturés en été. C'est le pâturage des chaumes après la récolte des céréales fin juillet. Les chaumes peuvent être, et les adventices qui ont pu pousser en dessous des pailles de céréales, peuvent être pâturés en août, voire début septembre. C'est une technique qui est largement utilisée encore en région méditerranéenne. Et puis, il y a le pâturage des couverts qui sont implantés aussi après la récolte des céréales et qui poussent pendant le mois d'août, septembre, octobre et qui peuvent être pâturés en octobre, par exemple. Donc, ces aspects-là, je ne vais pas en parler ce soir, mais ce sont des moyens complémentaires à l'utilisation des prairies temporaires. Mais les prairies temporaires sont plus importantes d'un point de vue de la production totale. Alors, on peut détailler toutes ces idées selon les saisons. D'abord le printemps, évidemment. Donc, on le rappelle ici. Les prairies permanentes, suivant les régions où on se trouve naturellement et suivant le climat de l'année, peuvent commencer à être pâturées vers le 15 avril. C'est vrai que cette date devient de plus en plus précoce au fil des années, puisque les hivers sont de plus en plus doux suite au changement climatique. Mais les prairies temporaires peuvent être pâturées au moins 15 jours, fin mars, parce que des prairies temporaires, surtout celles qui sont à base de trèfle violet et de graminées, démarrent leur croissance nettement plus tôt que les prairies permanentes. Et donc, on peut y passer assez rapidement en tout début de printemps, avant de passer aux prairies permanentes. Voilà une illustration de ce type de couvert à base de trèfle violet et de dactyle pâturé par des Génis angus dans ce cas-ci. C'est un fourrage extrêmement nutritif, mais le mélange trèfle violet graminé n'est pas le seul. Il y a aussi les mélanges à base de luzerne graminé et puis des mélanges plus complexes dans lesquels on peut combiner d'ailleurs la luzerne, le trèfle violet, pourquoi pas le lotier dans les zones les plus sèches. Et parmi les graminées, il y en a deux qui me semblent les plus adaptés à cette gestion mixte de constitution de stock pour l'hiver et de pâturage à certaines saisons. C'est le dactyle et la fétuque élevée, parce que ce sont aussi deux graminées qui résistent très bien à la sécheresse, beaucoup mieux que le raigrats anglais, dont la croissance s'écrase complètement en cours de l'été, et même sont des graminées qui sont plus résistantes à la sécheresse que le raigrats d'Italie. Donc je pense qu'elles sont amenées à prendre une importance croissante dans les années qui viennent. Voilà, donc vous avez ici les doses de semis, des mélanges à base de luzerne. On sème la luzerne très fréquemment à 20 kg hectare et on y ajoute 15 kg de dactyle, ça fait 35 kg au total. Et si on utilise aussi de la fétuque élevée, ben on met 10 kg de dactyle, 5 kg de fétuque élevée. L'autre mélange important, c'est celui qui est à base de trèfle violet. Et personnellement, j'utilise uniquement des variétés diploïdes, pas de variétés tétraploïdes qui ont un nombre double de chromosomes par rapport aux diploïdes, parce que ces variétés tétraploïdes
sont beaucoup plus difficiles à sécher pour faire de l'ensilage ou du foin. Et on utilise seulement 8 kilos, hein, donc beaucoup moins que la luzerne, qu'on sème à 20 kilos hectare. Et les graminées sont les mêmes. La luzerne peut facilement être conservée 3 ans, voire plus, jusque 5 ans. Le trèfle violet, on peut en tout cas le conserver 2 ans avec les cultivars ordinaires, je dirais, qu'on appelle en Suisse les types Ackerklee, et 3 ans avec les cultivars, notamment les cultivars suisses de type Mattenklee. Donc le trèfle violet est moins persistant que la luzerne, mais c'est intéressant dans une ferme d'avoir les deux parce que ce sont des mélanges qui se complètent assez bien, et notamment parce que le trèfle violet résiste beaucoup mieux au pâturage que la luzerne et démarre sa croissance au printemps beaucoup plus vite. Et la luzerne est plutôt plus résistante à la sécheresse en été. Donc, ce sont deux couverts complémentaires qu'on voit ici à gauche, le trèfle violet, à droite, la luzerne, toujours avec des graminées, mais dans les proportions de semis que je vous ai citées, on a en fait surtout des légumineuses. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir 80% de légumineuses et 20% de graminées dans ce type de fourrage. Donc, au printemps, le pâturage peut s'étendre sur 2, 3, éventuellement 4 semaines, mais plutôt 2 à 3 semaines. Comme les sols sont encore souvent humides au printemps, la portance des sols est faible et donc les animaux doivent tourner rapidement. On met beaucoup d'animaux pendant de très courtes périodes. On pâture ces prairies temporaires avec un fil électrique avant, qu'on déplace 2 fois par jour ou tous les jours. Et le fil arrière, il y a un fil arrière aussi, bien sûr, mais on peut le conserver 3 jours sans déplacement, ce qui facilite évidemment le travail. Les animaux pâturent dans l'herbe fraîche qu'on leur donne tous les jours ou 2 fois par jour, et ils ne reviennent pas en arrière pour pâturer. Il y a d'ailleurs très peu d'herbe à l'arrière. Donc ça, c'est un bon système. Il faut aller vite pour que les animaux n'abîment pas la structure du sol, n'abîment pas les plantes non plus. Et comme les fourrages de printemps sont souvent aqueux, hein, riches en eau, il est prudent de donner un peu de paille ou du foin aux animaux. Très souvent, ils n'en mangent pas, mais s'ils en ont besoin pour contrôler le taux de matière sèche de leur ration, mais ils peuvent en consommer et c'est toujours mieux. Réduire la période de stabulation au printemps de 2 à 3 semaines, ça permet une diminution de 8 à 10% de la ration hivernale et donc de 8 à 10% des coûts, hein, même plus parce qu'il y a aussi des frais de main-d'œuvre. Et ça permet aussi d'améliorer la santé des animaux parce que les animaux sont beaucoup mieux dehors, même sous la pluie, même dans le vent, que dans des bâtiments, surtout s'ils sont mal aérés et si le taux d'humidité de l'air est trop important. Donc, pour résumer, en utilisant cette technique, les avantages sont la réduction des coûts d'alimentation en ensilage, en foin, en aliments concentrés, moins de main-d'œuvre, moins de travail pour l'affouragement et le nettoyage des bâtiments, un bien-être animal amélioré et une meilleure qualité des produits. Donc, ça fait pas mal d'avantages. Il y a toujours des inconvénients, évidemment, à toute technique. Il faut déplacer le fil électrique tous les jours, mais ça se fait quand même assez facilement. Ce n'est pas un gros travail. Au printemps, s'il pleut, évidemment, ce n'est pas toujours très agréable de déplacer ce fil sous la pluie et dans le vent. Mais enfin, c'est quand même relativement facile à faire. Et puis, il faut ramener les vaches laitières chaque jour à l'étable pour la traite. S'ils restent en bâtiment, c'est un travail qu'on ne doit pas faire. Mais là aussi, c'est tout à fait gérable. Et puis, d'une façon générale, pâturer, que ce soit au printemps ou une autre saison, demande plus de flexibilité, plus d'observation, plus de réflexion
que des systèmes conventionnels à base d'ensilage de maïs et d'aliments concentrés. Et ça, c'est une caractéristique générale des systèmes agroécologiques qui demandent plus d'observation, de réflexion que les autres. Mais bon, ben, il faut apprendre et puis on apprend très vite à gérer ces systèmes. Alors, en été, on a de plus en plus souvent une production quasiment nulle des prairies permanentes, et on l'a encore eu en 2019, en 2018, en 2020, une croissance en juillet-août qui est nulle, hein, et qui reprend en septembre, donc sur les 3 mois d'été, du 15 juin au 15 septembre, mais il y a facilement 2 mois sans croissance. Or, les prairies temporaires à base de luzerne et de trèfle violet, ce sont les mêmes que ceux qu'on a cités il y a un instant pour le printemps, continuent leur croissance. Et ce sont des mélanges qui sont absolument spectaculaires de ce point de vue-là. Ces fourrages passent à travers les périodes de sécheresse de 2-3 mois sans broncher, continuent à pousser comme si de rien n'était. Et donc, c'est vraiment fantastique. Et voilà, donc ces mélanges à base de luzerne et de trèfle violet, ou des mélanges plus complexes, comme on l'a dit tout à l'heure, la plupart du temps sont fauchés pour constituer des stocks hivernaux, mais ils peuvent donc être pâturés de façon stratégique, et pas toutes les parcelles nécessairement, pendant les périodes de manque de fourrage. Donc, ce sont les mêmes fourrages qu'on a vus tout à l'heure, les mêmes mélanges. Mais on a aussi des nouveaux couverts, et j'ai mis ça entre guillemets parce que ces couverts existent depuis plus de 20 ans. Ils ont été développés en Nouvelle-Zélande. Ils sont encore trop peu utilisés en Europe, ils commencent à être connus, mais pas par tous les éleveurs, et ils ne sont pas encore suffisamment exploités en fonction de leur grand potentiel. Voilà, mais désolé, on a fait l'objet d'une attaque de hackers. Bon, tout arrive dans la vie. Donc, on en était à ces couverts à base de plantain, de chicorée, mélangés au trèfle violet et au trèfle blanc. Vous voyez les doses de semis. Ce sont des couverts extrêmement intéressants. On les voit ici sur des images pâturées par des bovins croisés charolais sur la gauche, et un mélange à base de chicorée et de trèfle sur la droite. Donc, ces couverts sont conservés pour des périodes relativement courtes, hein, peuvent être semés avant l'hiver ou au printemps, à base de plantain, de trèfle blanc-violet avec ou sans chicorée. Et quand on les sème avant l'hiver, ils sont très productifs en été, peuvent être pâturés en été. Le plantain et la chicorée sont deux espèces dicotylédones, hein, donc ne sont pas des graminées par exemple, à forte racine pivotante qui leur permet d'aller chercher de l'eau en profondeur, pousser assez longtemps pendant une période de sécheresse. Et particulièrement la chicorée est, comme la fétuque élevée, résistante aussi non seulement à la sécheresse, mais aux hautes températures, aux fortes radiations, aux températures qui vont jusqu'à 35 degrés. Alors voilà ici des images de la racine de la chicorée et un mélange à base de plantain, de chicorée et de trèfle sur la droite. La chicorée et le plantain sont deux espèces assez différentes finalement.
puisque la chicorée est bisannuelle. Quand on la sème avant l'hiver, ben, elle produit des tiges au printemps suivant, ce qui n'est évidemment pas extraordinaire pour la pâture, parce que les tiges sont très peu digestes, assez dures. Le plantain, lui, est une plante vivace qui produit des tiges fleuries, mais beaucoup plus discrètes chaque année. Donc, il peut être semé avant ou après l'hiver, mais la chicorée, on la sème plutôt au printemps et on la conserve plutôt 1 an. Tandis que le plantain, on peut le conserver pendant plusieurs années. Ce sont deux espèces qui sont surtout adaptées au pâturage aussi, parce que quand on fane, quand on sèche leurs feuilles, elles sont cassantes et donc on perd trop de matière sur le sol. Voilà, donc ce sont des fourrages, ces mélanges à base de plantain, de chicorée, de trèfle, qui sont pâturables en période estivale pour passer à travers ces périodes estivales, les périodes de sécheresse en juillet-août par exemple, mais ils peuvent être aussi utilisés pour engraisser les animaux à l'herbe dès le mois de juin et finir les animaux à l'herbe dans le cadre de la production de viande à l'herbe surtout. Alors, ce sont deux espèces qui contiennent beaucoup de tanins. Les graminées en contiennent très peu, et ces tanins sont des molécules intéressantes parce qu'elles contrôlent les parasites gastro-intestinaux. C'est une sorte de vermifuge, si vous voulez. Et donc, ces plantes améliorent la santé des animaux. Et voilà, donc tous ces mélanges à base de luzerne, de trèfle violet, de plantain et de chicorée permettent d'allonger la période de pâturage d'1 à 2 mois facilement en été. Comme pour le printemps, il faut des charges instantanées importantes pour ramasser le fourrage, passer rapidement à la surface suivante, ne pas déprimer les espèces aussi peu résistantes au piétinement comme la luzerne et la chicorée. Et comme au printemps, on déplace le fil électrique tous les jours ou, dans ce cas-ci, par zone, par période de 3 jours. Alors, pâturer 2 mois en plus en été réduit fortement la consommation de stock de fourrage conservé. Si on doit nourrir les animaux avec du foin ou de l'ensilage qu'on a produit au printemps et qu'on est forcé de donner aux animaux en été, évidemment, c'est très ennuyeux parce que les stocks risquent d'être insuffisants pour l'hiver. Et ici, ça permet donc de faire des économies. Et donc, pour résumer les avantages, comme tout à l'heure, les avantages sont la réduction des coûts d'alimentation, moins de main-d'œuvre pour l'affouragement, un bien-être animal amélioré par la réduction de la pression des parasites gastro-intestinaux si on utilise du plantain et de la chicorée, une meilleure qualité des produits. Les inconvénients sont les mêmes que tout à l'heure. Il faut déplacer le fil électrique, mais en été, ça n'est pas vraiment un inconvénient parce que la température est plus agréable et ça se fait très facilement. Mais il y a aussi des coûts supplémentaires associés à l'installation des prairies à base de plantain et de chicorée, puisque ces plantes-là sont surtout pâturées en juin, juillet, août, et ne peuvent pas, comme la luzerne et le trèfle violet, constituer des stocks hivernaux. Mais c'est une dépense qui vaut la peine malgré tout. Alors, on arrive à l'automne, et on l'a dit tout à l'heure, les prairies permanentes recommencent maintenant à pousser début septembre, mais leur croissance s'arrête à la mi-octobre, c'est-à-dire à peu près maintenant. Et par contre, les prairies temporaires, elles, peuvent continuer à pousser en octobre, novembre, jusqu'en fin d'année, voire en début janvier. Et donc là, vous voyez qu'on gagne quasiment 2 mois et demi. On retrouve nos Génis angus qui pâturent ces couverts à base de trèfle violet et de dactyle. Donc, on gagne de 2 mois et demi, voire 3 mois
à cette période, et c'est donc à cette période qu'on complémente le plus la croissance des prairies permanentes. Donc, on a toujours ces charges instantanées importantes, hein. Les animaux tournent très très vite, on donne toujours des compléments de paille ou de foin par sécurité. Ici une image d'un pâturage au fil en prairie permanente, mais voilà à quoi ça ressemble aussi en prairie temporaire. Et donc, si on parvient à réduire la période de stabulation pendant 2 mois et demi à 3 mois, on a une diminution, rien qu'à cette période, de près de 50% de la ration hivernale. C'est vraiment considérable. Et ça permet d'augmenter fortement la rentabilité des systèmes d'élevage pour la production de viande ou de lait. Voilà, on arrive en hiver, et en hiver, il y a uniquement, selon les années, 15 jours pâturables début janvier, mais on vient d'aborder ça dans l'automne. Alors, c'est quand même important de rementionner à nouveau les autres techniques qui sont complémentaires à l'utilisation de ces prairies temporaires pour le pâturage. C'est la constitution de stocks sur pied, le pâturage des chaumes qu'on voit illustré ici au centre de la dia, où en plus du trèfle blanc a été semé sous la céréale, soit avant l'hiver, on peut semer du trèfle en même temps qu'une céréale vers le 15 septembre, ou implanter un trèfle blanc au tout début du printemps dans une céréale d'hiver en sursemis. Et alors pâturer les chaumes, les adventices qui peuvent exister et le trèfle blanc dans le courant de l'été. Et en bas à gauche et sur la droite, vous voyez des couverts de type biomax, hein, donc des engrais verts diversifiés en espèces qui sont pâturés quand ils sont suffisamment grands vers le mois d'octobre. Et ces couverts remplissent toute une série de fonctions typiques des biomax. Ils fixent de l'azote, ils contrôlent les adventices. Et lorsqu'ils sont pâturés, il y a un retour de matière nutritive au sol qui bénéficie aux cultures qui suivent. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Donc maintenant, on peut passer aux réponses aux questions. Et donc, vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez écrire des questions dans le Zoom, si vous faites partie du Zoom, ou sur Facebook. Il y a également une possibilité de poser des questions. Voilà, il y a encore des gens qui nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas à envoyer ces questions. Donc, vous pouvez envoyer des questions dans le chat du Zoom, hein, pour ceux qui sont dans le Zoom. Et désolé encore pour cette attaque de hacker qui, je veux dire que c'est la première fois que ça nous arrive. Et ça n'est pas très amusant. Mais bon, j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé.
Mais pour le moment... La présentation sur le site et la vidéo sans cette partie pour ceux qui ont été interrompus. Oui, donc on mettra la présentation sur le site d'Agroécologie Europe en nettoyant cet épisode d'attaque de hackers, bien entendu. Et vous pourrez revoir le PowerPoint. Alors, en attendant, oui, je voulais aussi signaler que le prochain webinaire aura lieu le 25 novembre et portera sur l'accès à la terre avec 3 intervenants différents qui ont une expérience dans le domaine et qui donnent accès à la terre eux-mêmes à des jeunes porteurs de projets et qui ont aussi des compétences au niveau juridique pour pouvoir organiser ces choses. Donc, ça aura lieu le 25 novembre de la même façon. Et je vois une question sur la gestion du râtelier. Le râtelier, on peut le laisser donc avec de la paille ou du foin, plutôt du foin de mauvaise qualité, hein, puisque le fourrage que les animaux pâturent, lui, est d'excellente qualité, donc pas besoin de rajouter un très bon foin. Le foin ou la paille servent simplement à stabiliser, si nécessaire, la teneur en matière sèche de la ration, ce qui peut aussi améliorer la digestion des fourrages qui peuvent être un peu trop aqueux et trop riches. Et donc, mettre ces fourrages secs à disposition des animaux permet aussi éventuellement de réduire la teneur en protéines de la ration. Donc, on ne déplace pas le râtelier tous les jours, puisqu'on ne déplace pas le fil arrière tous les jours non plus. Donc, on peut au moins laisser le râtelier 3 jours à la disposition des animaux sans le bouger. On peut aussi avoir un système de chemin, parce que les animaux doivent aussi avoir accès à l'eau, bien entendu. Donc, comme dans le cadre d'un pâturage tournant classique, on peut avoir un chemin d'accès qui donne accès aussi bien à l'abreuvoir qu'au râtelier. Par ailleurs, beaucoup de râteliers sont munis de patins qui permettent de faire glisser le râtelier à la surface du sol, et donc on les accroche facilement à un tracteur et on le glisse à la surface du sol. Alors, il y a une autre question à propos du pâturage des mélanges à base de chicorée et de plantain. Est-ce que les rythmes de croissance des différentes espèces sont similaires pour permettre un pâturage au stade idéal de chaque espèce du mélange? Et quand ces mélanges sont semés au printemps, donc la question du stade ne se pose pas dans le cas de la chicorée, puisqu'elle ne produit pas de tiges, et donc on pâture le couvert à un stade moyen, hein, des 2 trèfles, 2 espèces de trèfles, du plantain, de la chicorée restant feuillue. Même si elle a été semée avant l'hiver et qu'elle produit des tiges, on essaye de la pâturer au moment où les tiges sont encore petites pour essayer de les réduire. Et donc, on n'est pas dans une logique où on doit contrôler les tiges de graminées, et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire que dans le cas des légumineuses, du plantain et de la chicorée, parce que la qualité nutritive des trèfles et des dicotylédones d'une façon générale se maintient beaucoup plus longtemps, donc elle se dégrade moins vite que les graminées. Quand les graminées montent en tige, la qualité se dégrade très très vite, ce n'est pas le cas ici. Et donc, on peut assez facilement déterminer un stade de pâturage optimal, qui est une espèce de compromis. Donc, ça ne pose pas de problème très très important. Alors, est-ce qu'on a des retours sur la pérennité d'un mélange chicorée, plantain, trèfle blanc?
quelle proportion de mélange privilégié pour que la chicorée ne prenne pas le dessus sur tout le reste? Et là, j'ai présenté des proportions tout à l'heure, on peut y revenir. Voilà. Voilà les proportions des couverts. Donc, on met dans le cas de la chicorée 4 kg hectare, plantain 1 seul kilo suffit, les semences sont très petites, 6 kg de trèfle violet, ce qui est beaucoup, hein, donc le trèfle violet est un constituant important du mélange aussi, et 2 kg de trèfle blanc qui est la dose normale pour établir des prairies même permanentes à base de trèfle blanc pour faire des sursemis de trèfle. Donc voilà les proportions, et ces mélanges peuvent être conservés, surtout ceux qui ne contiennent pas de chicorée, mais même ceux à base de chicorée, en mélange avec les autres espèces, peuvent se conserver 3-4 ans. Alors, des mélanges de plantes annuelles type millet, sorgho, colza ou chou sont-ils intéressants à mettre en place pour apporter du pâturage estival en complément de prairies qui ne poussent presque plus? Quelle plante privilégiée? Oui, bien sûr, il faut trouver une fenêtre. Donc, c'est plutôt dans les zones méridionales, donc en tout cas dans le sud de la France, dans la moitié sud de la France, il est intéressant de cultiver du millet et du sorgho en dérobé. Hein. Je comprends que la question porte sur des espèces cultivées en dérobé. Et donc là, les espèces dépendent très fort des zones où on se trouve. Dans les zones d'Europe du Nord-Ouest, donc nord de la France, Belgique, etc. On peut cultiver bien sûr des choux, du colza qu'on sème très tôt au mois d'août et qu'on pâture à partir de fin septembre. C'est toujours mieux d'avoir des mélanges. Moi, je suis toujours favorable au mélange. Quand une espèce ne pousse pas bien, d'autres prennent le relais, sauf avec des espèces très dominantes comme le colza, par exemple, ou alors il faut le semer à très faible densité. On fait évidemment des cultures aussi, de plus en plus de sorgho qu'on sème au printemps et qu'on peut conservé sous forme d'ensilage, le sorgho résistant beaucoup mieux que le maïs à la sécheresse. Donc là, il y a plein d'essais qui se font actuellement dans le nord de la France et en Belgique. Ce sont des choses intéressantes, mais on peut aussi pâturer ce sorgho, certains types de sorgho en tout cas, comme ça se fait dans les régions tropicales tout à fait couramment. Voilà pour cette question-là. Quel pâturage pour engraisser des animaux au printemps et à l'automne? Est-ce possible? C'est possible, effectivement, d'engraisser des animaux au printemps et à l'automne, mais à plusieurs conditions. Et la première, c'est d'avoir une race qui permette de s'engraisser à l'herbe. Et on les a citées tout à l'heure, notamment dans les races à viande. Mais ça peut se faire avec, par exemple, l'aubrac ou l'angus. L'angus convient très bien pour ça. Et il faut aussi coordonner l'évélage avec la croissance de l'herbe. Donc, les animaux peuvent véler à partir de fin mars, en avril-mai. On garde les animaux 2 ans, donc 2 ans plus tard, au mois d'avril, on peut les engraisser de façon rapide. Hein. L'engraissement doit toujours être une sorte de sprint final pendant 2 à 3 mois, en fin de printemps, début d'été, sur des couverts à base de plantain, de chicorée, de trèfle. Ça, ce sont des mélanges vraiment fantastiques pour faire ça. Mais ça peut se faire aussi sur les mélanges à base de trèfle et de luzerne mélangés à des graminées.
et notamment à l'automne. Donc, oui, c'est possible. Ça demande une technicité différente qu'on doit réapprendre en Belgique et en France, alors que ça se fait beaucoup plus couramment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais voilà, il faut s'y mettre pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, la qualité de la viande qui peut être protégée par une marque de viande à l'herbe et donc vendue plus cher pour ses caractéristiques organoleptiques et aussi ses caractéristiques favorables à la santé humaine et pour diminuer les coûts de production. C'est ça qui nous intéresse en tout premier lieu. Diminuer les coûts très importants liés à l'utilisation de concentrés de maïs, de céréales comme le blé, l'orge et le soja. Donc tout à fait, il faut s'y mettre. Et puis il y a maintenant de plus en plus d'éleveurs qui peuvent servir de référence. Tout à l'heure, dans les illustrations de la chicorée et du plantain, j'ai cité par exemple Kevin Morel, qui est un agriculteur du nord de la France, de Champagne ou Ardennes, je pense, si je ne me trompe, et qui a accumulé une grande expérience dans l'engraissement à l'herbe. Mais évidemment, il n'est pas le seul. Lui est un des agriculteurs de pointe. Il y en a plein d'autres dans nos pays francophones. Bon, voilà pour cette question. Et je ne sais pas s'il y a encore des questions sur Facebook. Je m'adresse aux deux personnes qui m'assistent, et heureusement qu'elles sont là, Laurence et Léonore. Sinon, n'hésitez pas à en poser encore si vous en avez. Quitte à revenir sur une question à laquelle j'ai répondu, mais sur laquelle vous voudriez rebondir. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, on peut terminer là. Et donc, encore une fois, je m'excuse pour cette attaque de hacker qui est très désagréable. Et je vous donne rendez-vous, pour ceux qui s'intéressent, le 25 novembre sur le thème de l'accès à la terre avec des spécialistes pratiques de la question. C'est un sujet très important pour l'établissement surtout des jeunes agriculteurs. De plus en plus de jeunes, qu'ils soient issus du monde agricole ou originaires du milieu urbain, veulent s'installer en agriculture, mais dans une autre logique, dans une logique où il ne faut pas réaliser de gros investissements en achat de terre, en matériel, en bâtiment, etc. Et c'est toute cette problématique-là d'accès à la terre dont on va discuter, parce qu'il y a des gens qui possèdent de la terre, qui peuvent la mettre à la disposition de ces porteurs de projets en agroécologie, et ça évite aux jeunes ou aux moins jeunes de devoir acheter cette terre. Dans certains cas, le matériel est acheté aussi, par exemple les serres ou des tracteurs peuvent être achetés par la personne qui met la terre à disposition, et ce matériel peut être remboursé progressivement quand les revenus des porteurs de projets augmentent. Donc il y a pas mal de solutions intéressantes qu'on va aborder avec des spécialistes à cette occasion-là, le 25 novembre. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour d'autres vidéos.